Bon après-midi tout le monde. Good afternoon. I trust everybody had a great lunch. I'd like to start by thanking once again the organizing committee, Hélène, Alice, Catherine et tout le monde qui a aidé. Particulièrement pour ce panel ici, j'aimerais aussi remercier le cadre en résidence, Roger Farley, qui a aidé à identifier des intervenants et au remue-ménage de questions qui ont aidé à mener le remue-ménage qui a mené aux interventions que vous allez voir aujourd'hui. On va fonctionner un peu différemment du panel précédent. Les questions sont larges et on va d'une perspective fédérale vers la perspective institutionnelle en passant par la perspective provinciale de l'Ontario. Comme on vous l'a indiqué ce matin, l'ancien commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. He's currently, well, he'll tell you in the video, but he's currently at the meeting of the language commissioners of the various world countries of their association. So we'll begin today, and I'll only show you part of the video. This video is about 35 minutes, and Mr. Fraser answers a series of questions, and it will eventually be uploaded to the conference website afterwards with all of the other videos, podcasts that have been prepared today. And I encourage you to go all the way to the end, particularly those who are curious about Ottawa, bilingual city. He does address that question, so I'm sort of inviting you to go check it out later. That 5 minutes will not be in this presentation. So the order of the speakers, will listen to the video, and the speakers have placed themselves to be able to see it. And from there, we will go to Hubert Lucier, who is from Patrimoine Canada, but I will present him when he comes up. And then we will go to François Boileau, who's the Language Commissioner for Ontario. And our final speaker will be Michel Laurier from the University of Ottawa. Alors, sans plus tarder, l'entretien avec Graham Fraser. Ça sent bien. Ouais. Bonjour, hello. Est-ce que c'est assez fort? D'abord, j'aimerais remercier tous les organisateurs du colloque de m'avoir permis de vous parler via vidéo et exprimer mes regrets de ne pas être présent. Je suis en voyage en Grande-Bretagne pour la réunion annuelle de l'Association internationale des commissaires linguistiques à Cardiff. Donc, je continue dans la même veine, même genre de discussion, même si ce n'est pas à l'Université d'Ottawa. Donc, merci de m'avoir permis de participer quand même. Thank you for allowing me to participate. I'm now in Great Britain to attend the annual conference of the International Association of Language Commissioners. So I'm still talking about similar things, but not at the University of Ottawa. But thank you for this invitation. Mais je pense que les défis restent les mêmes que depuis un certain temps. Il y a un défi de visibilité pour les langues officielles. Je pense que c'est très important que les communautés de langue officielle en situation minoritaire s'affichent, qu'ils soient visibles, que c'est possible pour des gens qui visitent des villes, des villages où la communauté minoritaire est présente, qu'ils reconnaissent la présence de la communauté. Maintenant, depuis longtemps, les communautés minoritaires sont plutôt invisibles. Il y a aussi un défi de leadership. Il faut que le leadership politique et administratif prennent toujours le soin de souligner l'importance des langues officielles dans la vie canadienne, la politique canadienne, l'identité canadienne. On a vu que après un certain temps, les candidats au leadership du Parti conservateur ont reconnu que c'est essentiel pour tous ceux qui veulent participer au niveau de leadership dans la vie publique canadienne, soit bilingues. Mais il y a toujours un danger que ceux qui sont bilingues le prennent pour acquis et qui comprennent pas que c'est une lutte qui s'arrête pas.
Et quand il y a des leaders politiques qui répondent à une question posée dans une langue, dans la langue majoritaire, ça indique qu'ils comprennent mal le but fondamental de la politique. Il y a également, je pense, un défi pour les gouvernements, pour l'État et également pour les citoyens, de se libérer de cette préoccupation avec les pourcentages. Chaque fois qu'on a les données statistiques, il y a toujours des gens qui disent que oh, ça baisse, il y a 79,6% des gens qui parlent français comme langue maternelle au Québec. Bon, on ne peut pas. C'est impossible, de façon mathématique, d'admettre 250 000 d'immigrants au Canada chaque année et maintenir le même niveau des gens qui parlent l'anglais ou le français comme langue maternelle. Et je pense que ce qui est important, c'est la vitalité de ces langues, la vitalité de ces communautés, la vie culturelle, économique et politique de ces communautés. Et je pense que le Parlement considère maintenant un projet de loi de libérer un peu le gouvernement de cette tyrannie des pourcentages en termes des obligations de livraison de services, au lieu de faire un recomptage de chaque district pour voir est-ce que cette communauté est toujours éligible à plein service bilingue dans les deux langues officielles. Je pense qu'il faut utiliser des critères de vitalité de communauté. Est-ce qu'il y a un centre communautaire? Est-ce qu'il y a une station de radio? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a d'autres indications d'une communauté de langue officielle minoritaire? Et ce n'est pas parce que la majorité croît plus vite que la minorité doit être dans une situation de fragilité vis-à-vis des services essentiels. Je pense que c'est essentiel que le gouvernement fédéral envoie un message très clair que, comme le plus grand employeur au Canada, le gouvernement a besoin des employés bilingues. Si vous regardez des autres pays occidentaux qui sont bilingues, comme la Finlande, comme la Belgique, comme l'Irlande, ils dépensent aucun argent du contribuable dans la formation linguistique pour les fonctionnaires. Ils présument que si des gens veulent être officiers dans les forces armées ou fonctionnaires, ils vont devenir bilingues eux-mêmes. Ils ont quand même cet avantage que l'éducation dans ces pays, c'est une responsabilité centrale. Au Canada, c'est la responsabilité des provinces qui représente un obstacle considérable, qui fait en sorte que le gouvernement fédéral devrait être davantage impliqué dans un message aux universités et de dire très clairement que, comme employeur, l'État fédéral a des attentes et des besoins. Tout comme des firmes d'architectes envoient un message aux écoles d'architecture qu'il y a certaines habilités dont ils ont besoin. Et de la même façon, les universités devraient envoyer un message aux écoles secondaires que l'apprentissage dans un contexte plus exigeant, ce qui est le contexte d'immersion, est un atout. Moi, j'ai déjà parlé à une étudiante en immersion qui m'a raconté qu'elle s'est fait dire par son prof « Prenez pas l'examen d'immersion, c'est plus exigeant. Prenez l'examen de Core French, vous aurez une meilleure note et c'est tout ce que les universités regardent. » Pour moi, c'est une formule d'encourager la médiocrité. Et encore une fois, ça prend du leadership et ça prend des voix autres pour des politiciens qui en parlent,
qui livre le message de façon continuelle que la dualité linguistique est un élément essentiel de l'identité canadienne et que c'est impossible de comprendre le pays sans comprendre ces deux langues officielles. Okay, so I'll stop the video there. I think he's set the table rather well for our panel, and it should be just enough to pique your curiosity to go see the other 25 minutes of his interventions. A former language commissioner speaks mostly in French throughout the video, although the questions were available in both languages. So for those whose bilingualism does not extend to French, because there are other kinds of bilingualism as well, he really makes a call for leadership, the importance of leadership, both in government and in institutions. In the first part of his answer, he was talking about the importance of going beyond the numbers, beyond the where the numbers warrant clause that is impacting Francophone language minority communities and English language minority communities for access to government services. That was his reference there. It says, rather than looking at a number, because every time we admit 250,000 immigrants to the country, the number of first language speakers diminishes. So perhaps we should look beyond the numbers to a question of vitality. Do these communities have community centers? Do they have schools? Do they have a radio? And make decisions about access to services on that. Tying into the access to services in his second answer, he says perhaps we should look to what is done elsewhere. Now, the fact that we're a confederation rather than having education as a national policy, it's a provincial and territorial level of decision making. Perhaps we should be looking at other countries where there's the assumption of bilingualism or the presumption of bilingualism for hiring into government positions that require more than one language. He says this and raising the standards rather than encouraging mediocrity, raising and having high expectations of our students in secondary school to encourage them to go to not just Core French, but French immersion, or to prepare themselves through Core French for transferring to university studies in French. Now, immersion programs such as this require that they are available in French, so that raises some questions in some regions. Because if we have those high standards, but again, it comes down to leadership at the secondary school level, so the school system, leadership in the institutions, but leadership as well at the government level to make those hard decisions and have the expectations. So he's sort of challenging us to move forward with this leadership. So this is a broad generalization of what he answered in those two questions. So at this time, I just realized I think I forgot to introduce myself. My name is Sylvie Lamoureux. I'm a professor at the Official Languages and Bilingualism Institute whose focus is language policy and educational settings, so it's sort of the why that I'm here. I'd like to invite our three panelists to come back to the table. Il s'appelait comment votre fichier? Oui. Aucune idée. Aucune idée. OK. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est ça. OK, parfait. Now, my students are encouraging me to be part of the 21st century and not to write things on paper anymore. And I'm like, where am I going to write it? And they're like, you have a phone. So my first try at using notes to actually say something. So I'm really honored to be asked to moderate this roundtable, this discussion group. Our first speaker is Hubert Lucier, who's sous-ministre adjoint, so deputy minister. Assistant Deputy Minister at Patrimoine Canada, Heritage Canada. He, in the past, has been Director General at the Official Languages Services branch. So a lot of us have known of him and his work for a very long time, but it was a chance for me to meet him for the first time officially today. He will be our first speaker. He will then be followed by Maître François Boileau.
commissaire au service en français de l'Ontario, who will give us a provincial perspective on the situation. And we're very glad that he could fill in for us at the last moment when Sénateur Tardy could no longer be available. So merci beaucoup, François, de t'être rendu disponible. C'est grandement apprécié. And our third speaker live will be Michel Verrier. And I don't want to say he's the former vice rector, but because he's still in office, but you met David this morning. Alors, Michel is was the vice president programs at the university until a few days ago. And he's one of the worldwide researchers in questions of language policy, bilingualism, evaluation, and he's the former dean of the Faculty of Education here at the University of Ottawa before that, and we're thrilled that he could make the time to be with us today. Alors, sans plus tarder, Hubert, le micro est à vous. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à l'Université d'Ottawa de m'avoir invité. Ma voix porte. Good. Sylvie m'a présenté, so it's true, I'm a public servant. The department I work for is one of the departments that has the biggest responsibility in terms of official languages at the federal level. And if there is one that has a responsibility for today's topic, it is indeed Canadian heritage. Je vais ajouter un petit mot personnel. Je suis un produit de cette université dont j'ai usé les bancs il y a un nombre assez important de décennies déjà, mais à l'époque où il y avait une exigence de prendre soit des cours dans l'autre langue, soit de prendre des cours de français ou de anglais, quand c'était la seconde langue. Et j'en ai bien profité, puisque ça a été un moment marquant de mon acquisition. Dans mon cas, vous avez deviné que c'était l'anglais, pour pouvoir ensuite fonctionner dans les deux langues officielles. In other words, particularly for our foreign guests, Mr. Fraser, he's probably to thank for the topic of today. Not that the University of Ottawa would not have thought about this topic, but from a federal point of view, about 9 years ago, 8 years ago, whenever, he produced a big report on this very topic, which was instrumental in trying to push action in this area. I'm very glad to speak after Mr. Fraser. For once, I will have the dernier mot. I'll say, first of all, you have guessed some remarks having to do with figures. Monsieur Fraser a dit lui-même qu'il ne fallait pas être préoccupé des chiffres, mais au moment où il parlait de ça, il parlait des chiffres relatifs au nombre de francophones au Québec ou membres des minorités. Je pense qu'il ne serait pas tout à fait d'accord pour dire qu'il ne faut pas se préoccuper des chiffres en termes de bilinguisme. Le tableau que vous avez là, avant que je rentre dans des considérations plus de policy puis de ce qu'on fait à Patrimoine canadien, il vous donne un aperçu du défi pour lequel on est préoccupé. The challenge that's captured in very small numbers up there has to do, and you can diffract it in so many ways, but has to do with the fact that bilingualism overall in Canada has kind of plateaued over the last 5, 10, 15 years even. And that is a source of preoccupation, legitimate preoccupation. Particularly when you consider that amongst those where bilingualism traditionally has been weakest, i.e. anglophones outside of the province of Quebec, there is a drop. On parle pour les anglophones hors Québec d'un taux qui est en deçà du 7%. I could join Mr. Fraser in saying why, is there a magic number that we should achieve? Maybe, maybe not. But the fact is, the efforts of the past 40 years, when we've invested towards this goal of a certain level of bilingualism, the efforts are starting to show some limits. And if the overall numbers of bilinguals, of bilingual Canadians is what it is in terms of percentage, it is mainly
it hasn't dropped further because mainly francophones and anglophones within Quebec have made progress towards becoming more bilingual, which has in many ways compensated. Sylvie, si je veux mettre ma deuxième diapo, je fais quoi? Okay. So, reality number one, it has to do with bilingualism. Reality number two, a few things about immersion. People, students in immersion in Canada, that is learning French as a second language, have tremendously increased. Donc, vous voyez les chiffres là, on est passé de un peu en deçà de 6% des effectifs scolaires dans les écoles anglaises qui apprennent le français en immersion à quelque chose qui frôle maintenant le 10%. Et puis en chiffre absolu, si vous voulez voir là, on est rendu au-delà de 400 000 étudiants. Et on est parti de 282 000 il y a 15 ans à peu près. Ce qui est significatif en termes de deliverology, qui est un mot qu'on utilise de plus en plus au gouvernement fédéral, qui mesure de façon scientifique les résultats, this is pretty impressive. Question is, why doesn't it translate into a bigger number of Canadians who are bilingual? Well, Mr. Fraser would have probably said, and I cannot disagree with him, il y a une chute du bilinguisme une fois que les jeunes quittent le secondaire. And if you had a more specific look at one of my charts, you would have probably seen, I think I had it there somewhere, but anyway, the number of youth after 19 who keep the level of bilingualism whereby they can answer in the census, yes, I am bilingual, is in sharp decline. In other words, what is acquired in terms of capacity to speak French in secondary school because of lack of practice, probably, drops. Bon, et on pourrait aussi débattre de façon infinie sur les mérites statistiques de ces calculs. Certains pourraient vous dire que pour les jeunes, lors du recensement, ce sont les parents qui répondent. Hein. So you're asked as a parent, if you have 3 kids, are they bilingual? And they say yes, no. And maybe they overestimate the number of, or the bilingualism of their kids because they happen to be in immersion or whatever. On pourrait en débattre sans fin, mais il reste que on est pas mal sûr qu'il y a une diminution donc avérée du chiffre et du pourcentage de jeunes bilingues au-delà du seuil de la vingtaine. J'arrive à des considérations de public policy, de politique publique. Est-ce qu'il est pertinent de vouloir augmenter l'accès à des études en français au postsecondaire pour des jeunes qui ont fait un cursus d'apprentissage du français par l'immersion ou par le français intensif, peu importe, mais qui l'ont appris au secondaire en tant que langue seconde? Je pense que la réponse est oui. Mais si on veut se limiter à un jeu d'ordre statistique et d'ordre financier, c'est peut-être pas l'endroit le plus efficace où vouloir intervenir. By that, I mean, if you simply want to make that curve that was going downward getting back into une pente ascendante, a rising slope, if you want to get into that game, investing at the post-secondary level, I'm not saying it's bad, but it's going to cost more than probably investing in better immersion. And once again, I open a can of worms. I know you can debate that forever, but the quality of immersion teaching at the secondary level is not perfect. We know that, lack of real cultural experiences, people don't stay. When I say there's 409, whatever the number was, people in immersion in a given date, it doesn't mean that they stay for the whole course. It's at a photographic level, a given date, there are 400 and some students in immersion in Canada. Most of them will drop by the time they reach grade 12. We know that. And maybe they will have dropped without speaking correct French and being able to speak French. So correcting that might be more cost-effective.
Mais je vais rajouter une chose qui m'apparaît d'un point de vue de politique publique néanmoins cruciale et qui est, à mon sens, une des raisons principales pour lesquelles le gouvernement devrait s'en préoccuper. One of the two, and probably the most important reason in my mind to invest at the secondary level is because these are students who are to become leaders in our country. And I think one of the goal of public policy with respect to bilingualism in Canada was to have the capacity for people from wherever they came in the country, the capacity to exchange, to understand, to lead organizations where a cross-cultural understanding and exchange can happen, be they at the private sector, government sector, not-for-profit sector, and government, of course. I'm a product of immersion, and I was lucky. I got a job, and I rose through the ranks, partly because I had a good education and a good bilingual education. I don't want to clone myself, but I think the people who learn get a better chance, and I consider myself an interpreter of a reality. I grew up in French Canada, but I have some capacity to understand English Canada. I wish I had a better capacity to understand British Columbia or Alberta or these faraway provinces. But at least I can visit them and exchange, read the Vancouver Sun and the Alberta Report, even though I don't do that very often. It doesn't exist anymore. Bon, alors, il y a un fondement de politique publique là-dessus. Je vais achever par dire simplement, deux trucs. We fund, the Canadian Heritage Department funds immersion at the post-secondary level. Maybe not enough, but we fund quite a lot. Université Sainte-Anne, Campus Saint-Jean in Edmonton, Université d'Ottawa, M. Laurier, vous le savez, Glendon, l'Université Laurentienne, Université de Moncton, in many capacities, and then there are others, even Memorial, in a sense, we have bursaries for students who at some point in their curriculum go at Saint-Pierre-et-Miquelon to get a real exposure into French. On finance à travers les provinces des initiatives qui ont à voir avec l'apprentissage immersif d'une façon ou d'une autre dans toutes ces institutions. Parfois, c'est de l'appui aux études faites dans sa langue seconde. D'autres fois, c'est simplement le financement de l'opération d'un programme visant des élèves qui apprennent pas le français, mais en français. J'ai une longue liste, donc si vous voulez des exemples, je peux vous les fournir. Qu'est-ce qui pourrait être fait d'autre? Parce que je ne nie pas qu'on pourrait en faire davantage. Il y aura bientôt, ma ministre le clame sur tous les toits, un plan d'action pour les langues officielles. There will be another plan for official languages, and the plan, while I cannot tell you what it will include, even if I was sure what it would include, I wouldn't be allowed to tell you, but there are things that we can think about that would increase immersion studies at the post-secondary level. Bursaries, we do some, we could do more. At the federal level, we could become more stringent, and that was one of the things that Monsieur Fraser was alluding to, in the requirement that when you enter the public service, you already speak the second language. And there is currently, I don't think it's a secret, a study being done by one of my deputy ministers on how to make these requirements more prevalent. And finally, something which is probably going to be discussed later today, a universal way of evaluating language competencies that we at the federal government would use, that would be the same ones that schools use, provincial government uses. So these are just three items which are open for discussion, which we are presently evaluating as potentially part of future activities at the federal government level. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Lucier. Maître Boileau, puis-je vous inviter?
OK. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir été invité aujourd'hui comme bouche-trou. C'est ma spécialité. Donc, c'est toujours... non, sérieusement, c'est un grand plaisir. J'ai pas préparé une présentation PowerPoint, donc je vais juste vous parler davantage. Et j'ai appris très récemment, là, à peu près une demi-heure, que je vais aussi parler en anglais. Donc, je vais tenter de le faire de temps à autre. Écoutez, je pense que quand on parle des compétences provinciales, puis je viens d'entendre l'excellente présentation de Hubert, on est souvent sur des panels, puis là, en fait, on est souvent en désaccord, mais aujourd'hui, on est pas mal d'accord, de fait. Effectivement, l'éducation au niveau l'éducation est de compétences provinciales. Ça comprend aussi les études universitaires, donc postsecondaires, collège et université. So in Canada, we have a framework, a legal framework. The Canadian Charter of Rights and Freedoms, well, the Constitution recognizes that education is a provincial jurisdiction. Language is a federal and provincial jurisdiction. And in our Canadian Charter of Rights and Freedoms, which is part of the Constitution of Canada, there are rights for right holders. Donc des parents francophones, des ayants droit, et donc des enfants aussi qui étudient ou qui ont un frère ou une sœur qui étudie dans le système scolaire, que ce soit en français à l'extérieur du Québec ou en anglais au Québec. So in English in Quebec and French outside of Quebec, if you're studying at the elementary and secondary level, you become a right holder, and your parents are also right holders, and you can send other siblings or other children in those schools. So it's a constitutional right to receive education. But when you think about, education at the elementary and secondary level. Now, when you're thinking about education, you have to think about a continuum. How do you say that in English? Continuum? I should have said continuum, and it works. So you have to think about the continuum. Et continuum d'apprentissage, voilà. Et ça comprend aussi la petite enfance. Et ça comprend le postsecondaire. Donc, c'est pas seulement au niveau élémentaire, au niveau primaire, pardon, et au niveau secondaire c'est là qu'on a un droit constitutionnel. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on fait le meilleur travail possible pour nous assurer que nos écoles, dans les communautés, puissent aussi avoir, pas juste les écoles, les conseils scolaires, mais aussi que l'ensemble de la communauté francophone hors Québec, puis anglophone au Québec, puisse avoir accès à de l'apprentissage au niveau de la petite enfance et également au niveau postsecondaire. Ça, c'est extrêmement important. Donc, mais quand on considère l'ensemble, oui, on a un cadre constitutionnel, législatif, qui est imposant pour les francophones qui vivent à l'extérieur du Québec. Mais quand on regarde les questions d'immersion, là, c'est une autre chose. On parle tout de suite d'autres dispositions. Et ce ne sont pas des dispositions qui sont protégées par la Charte canadienne des droits et libertés. Ce sont des dispositions qui sont dans les lois sur l'éducation des provinces. Et là, on encourage donc les gouvernements provinciaux. So in other words, when we're talking about minority language rights in education, it's pretty comprehensive. Well, we've gone through our fair share of going to court to make it comprehensive. There was issue, and I could talk about that a long time, which would be fun, by the way. No, because Ellen is telling me only 10 minutes. At the break, you come on in, and we'll talk about constitutional crisis. Anyway, so at the education level, minority rights, they're protected. Basically, we still have to go to court, and we've done so in British Columbia not long ago, just last year, at the Supreme Court of Canada. We've been to the Supreme Court of Canada in the Yukon as well. So it's not all settled, but at least there's a framework, the Charter of Rights and Freedom. But when we're talking about immersion kids, immersion school, then it's not a protected under the constitutional framework. It's more within our Education Acts. Donc, quand on regarde puis je vais en revenir à la toute fin, donc quand vous me... 2 minutes, là, ça va être mon cue pour parler de ma fin.
Donc, quand on pense à l'immersion, oui, on a des programmes d'immersion qui sont administrés par les conseils scolaires de langue anglaise. Chez nous, en Ontario, c'est la norme. En fait, c'est la norme partout au pays aussi. So, immersion schools are run by the English school boards throughout all provinces. Donc, ça crée une dynamique qui est évidemment un petit peu plus complexe. Alors, je suis pas en train de suggérer autre chose, hein. Chez nous, en Ontario, on a une politique d'aménagement linguistique. On a donc cette politique d'aménagement linguistique, c'est Linguistic Management Policy. C'est ça? Oui. Ish. Ouais. Ish. Donc, cette politique d'aménagement linguistique là, vise vraiment les écoles de langue française chez nous en Ontario. Je pense que le Nouveau-Brunswick est intéressé à se doter, si ce n'est pas déjà fait, d'une politique qui va regarder un petit peu la même chose. Et on sait, donc, la politique d'aménagement linguistique vise les écoles de langue française pour aider les parents, outiller les éducateurs de langue française à se doter de mécanismes pour pouvoir non seulement transmettre la langue française, mais aussi l'identité, la culture francophone, qui se multiplie de plusieurs identités. Chez nous, certainement, on a une définition inclusive de francophonie dont on est très fiers. Et donc, ça, c'est au niveau de l'élémentaire et du secondaire. Quand on pense, on a maintenant en Ontario, depuis quelques années, on a aussi une politique d'aménagement linguistique au niveau postsecondaire. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Le premier objectif, c'est de renforcer la pérennité de la culture francophone dans la province par l'établissement d'un espace francophone élargi. Mais c'est aussi d'améliorer les possibilités économiques d'emploi offertes aux Ontariens et aux Ontariennes. Donc déjà, ça attache un autre segment. Ça rejoint un peu aussi, mais tranquillement, pas vite, pas assez ferme, l'intention aussi de la question de s'assurer que nos élèves continuent d'opérer dans un Ontario chez nous, dans un Ontario prospère. Donc, que cette notion qu'il doit y avoir un lien entre les études secondaires et donc les études postsecondaires et surtout le marché du travail. Donc, qu'il y ait ce lien-là. Mais c'est encore ténu. Ça vise encore un petit peu, on se parle entre nous. Hein, la politique d'aménagement linguistique au niveau du postsecondaire, c'est encore connu par les écoles secondaires du côté francophone qui vont utiliser ça au niveau du postsecondaire et des universités, l'Université d'Ottawa et donc des universités qui nous connaissent bien et qui vont profiter de ces programmes-là pour avoir quelque chose au niveau du postsecondaire en français. Donc, on parle ici de développement de nouveaux programmes, de nouveaux cours, de soutien à la réussite de l'étudiant. Je vais vous donner des exemples d'initiatives. On parle de programmes de soutien linguistique et d'accompagnement pour des étudiants. Donc, il y a des cours ici à l'Université d'Ottawa. Je ne sais pas si c'est encore comme ça. Vous me corrigerez, vous m'excuserez. Mais on pouvait suivre un cours d'immersion. Ça voulait dire quoi? C'est qu'on a un cours dans sa langue. Pardon, on a un cours au niveau, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Un cours de matière, merci. Donc, en histoire, par exemple, un cours de discipline. Merci. Veux-tu te lever? Ça serait peut-être mieux hier. Et donc, avoir un cours de discipline en français, mais ça va être suivi aussi d'un cours d'immersion dans cette matière-là, où on va davantage expliquer, en français toujours, au public non francophone, si on veut, mais qui est là puis qui apprend en français, pour pouvoir leur permettre d'être mieux outillés pour suivre ce cours-là. So in other terms, there are programs, such as here in Ottawa U, that you can actually have a discipline course, say in history, political science, and then have the course in French. And you also have an immersion course, so it's kind of a follow-up course in the same discipline, but just to make sure that you completely follow the course in itself. Il y a, mais ça connaît quand même ses limites. Alors, quand on parle des enjeux, puis ça, je suis très... les grands enjeux, là, c'est que nous, on a une population qui est vieillissante en Ontario. L'ensemble de la population vieillit. Malgré qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent, c'est une population qui est vieillissante. On a besoin de plus en plus de services pour cette population-là. Et il y a un disconnect majeur entre ce qu'on peut accomplir au niveau élémentaire et secondaire et des cours qui sont offerts au niveau du postsecondaire en français.
Je suis tout à fait d'accord avec Hubert quand il dit qu'il faut améliorer nos programmes d'immersion au niveau secondaire. Et j'ajouterais même qu'au niveau des écoles de langue française, on a aussi des chutes importantes au niveau des élèves qui quittent les écoles de langue française entre la 8e et la 9e année et qui s'en vont dans les écoles de langue anglaise, pour toutes sortes de raisons. La proximité va toujours être un facteur numéro un, mais il y a toute une foule de raisons qui vont faire en sorte que l'élève, à cet âge-là, va vouloir aussi choisir d'aller ailleurs. Ça peut être des couples exogames qui décident que, on en a eu, notre enfant il y a une bonne base, il a eu tout son cours au niveau élémentaire. Là, c'est le temps qu'il apprenne la vraie langue. Il ne faut pas oublier que plus de 68 des couples en Ontario sont des couples exogames. Donc, un parent est de langue française, l'autre parent est de langue anglaise. Bien sûr, ça peut être d'autres sortes de couples exogames, là, mais je parle en... Tu n'es pas sérieuse. Je commençais à me réchauffer. Donc, alors, c'est un enjeu majeur. There's a disconnect between education. That's because I'm translating everything. There's a disconnect between secondary education, either in French language courses, so French language schools, and also in immersion, and the need for the population and for the state to offer services to its clientele, and the clientele is growing older. So there's a clear disconnect. We need to, not to force, but to bridge the gap between the education system and the post-secondary system. So this is why we've made a report about 4 years ago to say that in central southwestern part of the province, we have access only, Francophone have access to only 0 to 3% of cources that are available in English. So here in Ottawa, it's about 36%. And in Sudbury region, it's about 33%. And in central southwestern part of Ontario, it was only 0 to 3%. Maybe now it has been upgraded to about 6 to 9%. Yay! But it's still largely insufficient. So this is why there's also a very big politicized debate about the need for a Franco-Ontarian university. What I want to say is that immersion also, they need a champion. They need someone that can also, and within the last minute of play, I'll try to summarize. I believe in my last annual report, I've tabled an annual report in which we wanted to renew the drafting of rewrite the French Language Services Act, which is more than 30 years old, and in which there is no place for immersion, nowhere. So I firmly believe that my position, could be some sort of champion within immersion schools if we have the mandate to do so. So this is why we've asked for, it's not the only reason why we've asked to rewrite French Language Services Act, but it's one of the reasons why we wanted to rewrite it, to make it more modern and to give some sort of voice within government and to champion the cause of immersion schools. And I encourage you to write your MPP anyway. So on this happy note, je vous remercie infiniment. Je vous remercie d'avoir été aussi sévère. J'espère que vous allez avoir des questions et puis au plaisir. Merci encore. Merci beaucoup, François. So we went from the federal to the provincial with a few references to family language planning in there. So it's language policy everywhere. And now we'll invite Michel Laurier. C'est là-bas. For a closer look at the institution that is our host, the University of Ottawa. Alors, bonjour tout le monde. Good afternoon, everybody. I will give you the perspective of a former VP academic and for whom these linguistic matters are always theirs. This is something that we have to deal with on a daily basis. Does it work? Yeah. And of course, because of the mission of the university, probably it's important to remind that, of course, this university has a first
mission as any other university for teaching and research. We also have, and this is explicitly stated in the law of the university, l'article 4 de la loi dit que l'Université d'Ottawa doit favoriser le développement du bilinguisme et du biculturalisme, préserver et développer la culture française de l'Ontario. That's part of our funding document. And in addition to that, since January the 1st, the University of Ottawa is considered as un organisme gouvernemental offrant des services publics en français en conformité avec l'article 1 de la loi sur les services en français de l'Ontario. And François knows about it because he receives the complaints. So for these two reasons, we decided a year ago to modify and adapt our regulation about bilingualism. And we also intend to continue in this direction. This is one of the pillars of the strategic plan at the University of Ottawa, and that will certainly go on. L'équilibre linguistique sur le campus de l'Université d'Ottawa est lié au fait que nous voulons maintenir une offre de cours en français, offering a certain number of courses and programs in French, ensure that we have the critical number to make sure that these programs are sustainable. And also demonstrate that there is a clear commitment from the institution for bilingualism. I would say that ideally the situation would be that we had half of our students who are either francophone or francophile, and that all our graduates would have a functional proficiency in both official languages. That's probably wishful thinking. But it's certainly something that we should dream of. And that's a good reason also to put in place some initiatives that are particular to this university for English learning, mainly for students coming from abroad. We have sheltered courses. Et nous avons aussi le régime d'immersion, qui est peut-être ce qui nous occupe davantage aujourd'hui. And there is clearly an added value of offering immersion at the post-secondary level. There were some comments about the fact that immersion programs at high school should be improved. But there's something unique about what we are able to offer on campus here, the fact that we provide opportunities for an authentic intercultural dialogue. There's some research also showing that students coming from immersion programs are struggling with the linguistic competence, the accuracy of the language, and so there's some formal aspect of the language that could be reinforced at the university level. Certainly, because the students know why they are continuing their studies, we could certainly put more emphasis on the expectations of the workplace. And we offer unique opportunities to have different communication settings, different speakers, in order to make the communication more authentic and develop the sociolinguistic competence. On a mentionné à quel point il y a des préoccupations concernant surtout l'apprentissage du français comme langue seconde chez les jeunes anglo-canadiens. Effectivement, Hubert a montré quelques statistiques à cet égard. De fait, actuellement, c'est moins de la moitié des étudiants ou des élèves qui ont l'opportunité d'apprendre le français. Et ça inclut le Québec où c'est à 100%.
Il y a effectivement une diminution du nombre de bilingues fonctionnels. On était à peu près à 15% en 2006. On est maintenant à 11,2%. Donc une diminution importante qui nous amène à réfléchir sur l'apprentissage des langues au Canada. On note aussi une atrophie de la compétence en français langue seconde. Les jeunes sortent de l'école secondaire avec un bon niveau en français, mais leurs compétences diminuent rapidement pour différentes raisons, et en particulier parce qu'ils ont moins l'occasion de l'utiliser. Et de façon générale, peu de visibilité des résultats de l'immersion. Je suis personnellement toujours étonné. It's amazing to see that in Ottawa area, almost half of the students coming from high school went through immersion programs. But you don't really see that if you go to a restaurant or a store. They never use their second language. Things that we have to know about the students that we enroll in our immersion program. These are talented students. They're attracted by excellence, which means also that the University of Ottawa is competing with universities like Western or Queen's, because the priority of the students is to get a good program with a good reputation. And I'm not saying that we have bad reputation, but that we have to compete with these universities. And Hubert alluded to the tendency of some parents to inflate the level of French of their kids. One thing is that these students are trying to be more independent, and they went to immersion at primary school and high school, and sometimes because they wanted their parents to be happy. But when they get to university, they make different choices. Malgré tout, on a un programme qui a réussi bien. On avait en 2007 1398 demandes d'admission, on est au-dessus de 3000 maintenant. Au tout début, 500 inscriptions effectives, et maintenant on est autour de près de 2000. Une chose qui devrait nous préoccuper, c'est le taux d'abandon qui est lié aux deux caractéristiques dont je viens de parler. Whereas we have, after 1 year, retention of 89% in all our programs at the university. For students enrolling in immersion, it's only 71%. That's not dramatic from my point of view, because these students stay at the university, but they do not stay in the immersion program. After 2 years, 48%. And graduation after 5 years is only 36.7%. And why? Not because the program is bad, it's just because these students want to make sure that they will succeed. They focus on achievement. So we have to minimize the risk in terms of academic success. And also we have to reduce the cost for them and also for the institution. That's the former provost who's talking. Le rôle de la province. Dans ce cas-ci, one thing that you probably heard about if you work in an interior university is the SMA, the Strategic Mandate Agreement, which means that every university has to negotiate with the province an agreement that will allow eventually the province to fund the universities according to their particular characteristics. Of course, bilingualism is something that differentiates the University of Ottawa from other universities.
Alors, nous voulons que le gouvernement de l'Ontario reconnaisse cette question du bilinguisme et son caractère différenciateur et reconnaisse les coûts qui vont avec. Nous estimons que pour l'Université d'Ottawa, il en coûte à peu près 65 millions par année pour offrir le bilinguisme et on en reçoit à peu près la moitié. L'autre chose qui devrait se faire dans le cadre du SMA, the province keeps saying that we have to develop experiential learning, and they have a very narrow definition of experiential learning, saying that it has to be hands-on activities that are related to workplace. In the universities, we tend to have a broader definition of that, and we believe that language classes, language activities in immersion or extracurricular activities should be considered as experiential learning. Et finalement aussi, il y a un engagement que la province doit tenir de soutenir sa propre loi et s'assurer qu'il y ait un certain nombre d'étudiants bilingues. Et j'achève. Le rôle du fédéral dans tout ça, c'est un gouvernement d'un État bilingue qui doit, bien sûr, Hubert en a parlé, s'assurer que les personnes qui sont engagées à la fonction publique puissent fonctionner dans les deux langues officielles. En fait, ce n'est pas simplement une question d'accès. Je pense qu'on a relativement bien fait pour ce qui est de l'accès des services dans les deux langues à travers le Canada, un peu moins pour ce qui est de la question de la langue de travail à la fonction publique et dans l'ensemble du gouvernement fédéral. Donc, l'importance de maintenir des normes de qualification relativement élevées. Et le gouvernement fédéral, pour l'Université d'Ottawa, c'est un employeur important, c'est l'employeur principal, et de sorte qu'il faut renforcer les partenariats avec l'université bilingue. Voilà. Thank you. Merci beaucoup, Michel, et merci à tous nos panélistes d'avoir bien respecté le temps, parce que là, la parole est à vous. On a une quinzaine de minutes pour des questions. If you have a question, perhaps say your name and where you're from before asking your question, and if it's directed to all of the panelists or one of the panelists. So the floor is yours. Un petit peu plus fort? Bonjour à tous, Rémi Légère, Université Simon Fraser à Vancouver, en Colombie-Britannique. Merci aux trois présentateurs. J'ai une question pour François Boileau. J'ai lu ce rapport annuel qui portait sur la loi sur les services en français 2.0 et je ne me souviens pas d'avoir vu une section sur l'immersion, donc j'ai été assez curieux de t'entendre aujourd'hui parler d'immersion. Quel genre de rôle, en fait, dans ta vision Plachot, jouerait le commissaire dans le dossier de l'immersion? Est-ce que c'est un rôle de promotion, la protection? Quel genre de rôle, en fait, que tu envisages pour le commissaire dans ce dossier? Bien, d'abord, on en parle dans la section promotion. Donc, en ce moment, il n'y a pas... même la ministre déléguée aux affaires francophones n'a pas un rôle de promotion du fait français en Ontario, ce qui est un peu étrange quand même, quand on considère d'autres lois similaires ailleurs au pays. À l'époque, en 86, c'était une loi qui était avant-gardiste. Aujourd'hui, je pense qu'elle a pris un peu d'âge, cette loi-là. Donc, d'abord, le rôle de la ministre. Le rôle du commissaire aussi, de faire de la promotion. Je pense que ça devrait être écrit dans la loi. Mais pour répondre plus précisément là-dessus, j'ai proposé que la loi soit amendée pour que, dans la définition d'organismes gouvernementaux, donc, quel est le mandat du commissaire, donc qui se retrouve dans la loi sur les services en français, mais qu'on inclut aussi les conseils scolaires. Et là-dedans, je n'ai pas spécifié les conseils scolaires de langue française, mais que ce soit tous les conseils scolaires qui soient inclus sous la juridiction de la loi, d'abord. Et la même chose, hein, l'Ombudsman, maintenant, en Ontario, a juridiction sur les conseils scolaires, tous les conseils scolaires. Donc, c'était dans cette effervescence-là, dans cette
pousser là. Mais pourquoi pas, là aussi, le commissaire au service en français, de façon à ce qu'on puisse entreprendre des études systémiques, par exemple, sur, pas juste viser un conseil scolaire en particulier, mais qu'on fasse aussi des analyses systémiques sur l'impact réel de la volonté gouvernementale, des politiques gouvernementales, sur finalement les nombres. Qu'est-ce qui reste? Pour rejoindre ce que Michel disait tantôt, bien, on a un travail, la province a un travail à faire pour s'assurer qu'on sorte des étudiants qui sont bilingues de nos écoles élémentaires et secondaires. Mais le taux d'abandon est énorme, énorme. Même dans les écoles de langue française, mais aussi au niveau d'immersion. Donc, c'est de prendre acte de ça, puis de voir qu'est-ce qui pourrait être, comment est-ce qui pourrait être mis en valeur. Un des grands problèmes au niveau des écoles d'immersion, c'est qu'ils se sentent seuls. Les parents, au niveau d'immersion, se sentent que il y a tout un cadre pour les écoles de langue française qui sont très solides. Ils ont même des droits constitutionnels, donc ils peuvent aller très haut, très loin. Puis quand ils regardent leur propre conseil, le propre gouvernement, les gouvernements leur disent « Ah, ça, c'est de compétence des conseils scolaires, nous, on ne touche pas à ça. » Puis les conseils scolaires de langue anglaise, bien, sont vus comme étant dérangeants. Donc, quand ils arrivent avec des nouvelles visions ou avec quelque chose de neuf pour apporter au niveau des conseils scolaires, ils n'ont pas nécessairement l'écoute et l'oreille des conseils scolaires de langue anglaise. On peut penser que ce serait le contraire, mais ça ne l'est pas. Puis quand on parle avec des organisations comme CPF Ontario, Canadian Parents for French Ontario, c'est assez évident que des problèmes à Halton, au niveau de la loterie, de qui va avoir accès. Hey, au Canada, on doit, puis je pense qu'en Colombie-Britannique, c'est un peu la même situation. On doit avoir accès à de la loterie pour envoyer notre enfant dans une école d'immersion. Wow! Non, mais pensez-y 30 secondes, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est ce genre de scénario. Bien sûr, il y a une panoplie de problématiques pour les écoles, les conseils scolaires de langue française, conseils scolaires de langue anglaise, trouver les parents, des professeurs, des éducateurs qui vont être compétents, ça c'est clair. Mais c'est là qu'eux autres devraient aussi travailler pour pousser le gouvernement à avoir plus de place au niveau du post-secondaire pour justement faciliter. Et là, ça touche aussi la formation, la reconnaissance des diplômes étrangers. Pourquoi est-ce qu'une professeure de Djibouti n'est pas aussi compétente qu'une professeure du Québec? Comment est-ce qu'on pourrait pas... Puis même là, il y a des enjeux importants aussi interprovincial. On en sait quelque chose. Et donc, l'enjeu de reconnaissance des diplômes étrangers est aussi quelque chose de massivement important. Et là, quand on regarde le gouvernement, on va se dire, ça, c'est des ordres professionnels, on ne peut pas vraiment toucher à ça. Un instant, là. Est-ce que ce sont des créatures du gouvernement provincial, oui ou non? Oui, ce le sont. Ils ont été créés par une loi provinciale. Agissons en conséquence. Donc, tout ça, c'est un peu symbiotique, là, mais il faut que quelqu'un puisse dire, écoutez, arrêtez de dire que c'est l'œuf et la poule. Il faut commencer en quelque part et tout est interrelié. Je pense que cette voie-là pourrait être, s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur du gouvernement qui le fait, pourquoi pas la mienne? C'est tout ce que je proposais. Merci. Monsieur? Merci. Rob Talbot, I'm here in my capacity as a University of Ottawa professor. C'est une question pour tous les panélistes. À quel point est-ce qu'on devrait être alarmé par le fait que les anglophones ne tiennent pas nécessairement leur capacité de parler français? Et à quel point est-ce qu'on accepte ça comme quelque chose de normal? You know, for example, I was a French immersion kid. I'm fortunate to continue to live and work in a bilingual context. And so I'd like to think my French is pretty good. It continues to be pretty good. However, I took math throughout my entire education. And my math today, I wouldn't say that it's as strong as it was at the end of grade 12. So... I hope you're not a math teacher. Not at this point. À quel point est-ce qu'on accepte ça comme... Je souhaite que les anglophones continuent à avoir une capacité de parler en français, mais à quel point est-ce qu'on accepte ça comme quelque chose de normal? And at what point in making that assertion is it a means to deflect criticism about immersion in general? Because the criticism we often hear is, oh, well, they can't speak French anymore, so why do we bother with this program? But on the other hand, at what point do we accept, or do we make the argument that that's okay, that these, at the very least, people have a knowledge base to which they can return, and they've had that enriching experience?
not overly strong, but I'm glad that I had those experiences. So that's the crux of it. Et je vous invite à répondre dans la langue officielle de votre Alors, je vais commencer dans la langue officielle de mon choix. En fait, on devrait effectivement se préoccuper de ce genre de choses. Bon, d'un simple point de vue de contribuable, ce sont des investissements massifs qu'on fait pour maintenir des programmes d'immersion. Ce genre de situation peut être interprété comme un échec partiel, en tout cas. La deuxième chose aussi, c'est que ça nous indique à quel point on a beaucoup de mal à passer vers un bilinguisme institutionnel, vers un bilinguisme individuel. C'est une démonstration qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Mais il faut certainement s'en préoccuper. Et d'autant plus qu'à un certain moment, on s'est glorifié des succès de l'immersion. Mais c'est un peu triste de voir que ces succès-là ne se matérialisent pas après quelques années. Je veux rajouter quelque chose à ce que Michel a dit, dans le sens où, d'abord, je suis d'accord avec sa réponse, ne serait-ce que d'un point de vue comptable. Bon, maintenant, un de vos commentaires est juste également aussi, bon, c'est normal, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde qui soit passé par l'immersion conserve une haute capacité de converser en français. Vous avez mentionné le fait qu'on soit capable de ressusciter une capacité linguistique adéquate. Pour moi, ça me semble important et qu'il y ait un fond. Bon, moi, j'ai appris l'espagnol au secondaire et puis je suis nul en espagnol, mais je suis capable de me débrouiller. Puis je suis capable d'aller dans des conférences. J'ai pas besoin de mettre mes écouteurs. Je comprends ce qui se dit. Je vais me débrouiller. J'ai une capacité fonctionnelle qui se ressuscite relativement facilement. Et puis si j'étais mis dans... Bon, je ne vais pas continuer une comparaison individuelle, mais j'ai vu suffisamment de proches issus de l'immersion chez qui la base qu'ils avaient reçue était un fond suffisant pour qu'avec un petit peu d'effort, dans un milieu exigeant, ils soient capables de récupérer une capacité intéressante. Puis là, je ne vais pas vous... OK, je vais donner deux noms. J'ai eu deux ministres qui étaient issus de l'immersion. Un qui était moyen, mais qui a réussi à se débrouiller pas mal. L'autre qui était vraiment bonne. Actually, the one that was really good was a product of old immersion, like 25 years ago. And I can't say whether she's representative, but it seems to me that those kids that went through immersions 25 years ago got out better. Am I making an assumption that is, and I know Chantal is there in the background. We support organizations that promote immersion teachers and that work with teachers, immersion. Anyway, so il y a quand même un malaise autour du fait qu'on ne soit pas plus capable de maintenir cette capacité. Puis je vais rajouter un dernier truc qui rejoint un petit peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure devant le podium. Je pense qu'il y a lieu de regretter que l'immersion ne soit pas une fenêtre plus ouverte sur l'apprentissage de la culture de l'autre. Le personnage auquel je songe, un ancien ministre qui avait une compétence en français très adéquate, était très ignorant de la culture québécoise. Il a fallu qu'on lui fasse un crash course sur la culture québécoise ou francophone en général. Et pourtant, bon, il suivait la politique québécoise suffisamment pour savoir ce que c'était que la loi 101 et puis qu'il y avait une certaine capacité, mais jamais il n'avait regardé une émission de télévision en français. Jamais, probablement, il n'avait ouvert, depuis les bancs de l'école, un quotidien en français.
je pense que là, on a du travail à faire aussi. OK, M. Boileau, avant de passer à une dernière question, si le temps le permet. Je vais essayer de faire ça vite. Pour répondre, puis je vais faire du pouce, en fait, sur ce que Hubert vient de dire, parce que c'est souvent perçu que l'éducation au niveau de la langue française dans les écoles de langue française comme étant identitaire, tandis qu'au niveau d'immersion, c'est vu comme étant utilitaire. It's identity and utilitarian, so there's a gap there, right there. And when you're young, you don't see the future. The future is now. And so when you're going to school and you're being forced to learn French, well, it becomes a language of work. For some of us, going to work is not that pleasant. Not for me, but for many of us. And when you go to school, so if French is not seen as something that is fun, as pleasant, as it relates not just for a good job later, but something that is actually useful now, that you can play with it, that you go on Facebook and whatever Instagram, new things, Snapchat, stuff I don't know, exists, that you can actually have fun with it and be creative. And there's a multitude of reasons why but one of them is also the question that there's no clear attachment to the identity and the culture in which this is why you want to learn the other language. If you're learning Spanish, it's not because it's a utility. It's because you want to be immersed in that. And when you go to Spanish-speaking countries, you just want to feel immerse yourself in something new and exploring new possibilities, new culture. That's why you read Gabriel Mercier, in its original language. It's because you want to feel that. Anyway, so that's part of the answer. Puis, Madame, dans la troisième rangée, est-ce qu'une petite question? OK. OK. L'opportunité de jouer, de parler avec la langue. On ne le parle pas, mais on perd l'intérêt du français après la 8e année. Ouais. Et c'est un choix, c'est même pas obligatoire de suivre le français. Okay. Je vais être provocateur là-dessus. Un très petit mot. Très petit mot. Est-ce que Core French est vraiment utile? Est-ce qu'on devrait mettre tant d'énergie sur le Core French au lieu d'essayer de... Quand on regarde la tarte au niveau de l'éducation, puis qu'il y en a 6 je fais ça vite, 6 ça commence dans l'éducation de langue française, dans les écoles de langue française, en Ontario, je parle juste de l'Ontario. Un autre 6 c'est pour les écoles d'immersion, mais la vraie immersion. Puis là, après ça, tu as un autre 15-20 que là, c'est pour des écoles 50 au niveau d'immersion. Puis là, tu as un autre 40 c'est Core French. Puis là, tu as le reste de la tarte où il n'y a rien. Mais Core French, c'est si rare que ça marche. Devrait-on investir davantage au niveau des programmes qui fonctionnent, puis s'assurer que nos écoles, qui sont 50 ou qui sont 75 d'immersion, bien, qui produisent du monde qui vont finalement être diplômés et qui vont être compétents en français, ou bien on doit continuer dans le Core French. Je vois bien le tête que je vais peut-être me faire arracher la tête tantôt, là. Mais... c'est ça, je vais la prendre, je vais y aller. Bon, alors, avant de remercier formellement, aujourd'hui, en 2017, on se rencontre ici, on parlait de politique linguistique pour l'immersion à l'université. Mon souhait, c'est qu'en 2027, lorsqu'on se rencontre, c'est pour parler de l'immersion au post-secondaire, ce qui veut dire aussi qu'on pense à tous ces jeunes that are not university-bound, but college-bound or workplace-bound, which then ties into the role of Core French, into the preparation of an immersive and making use of access to college-level Francophone classes, which is makes a difference because a lot of the service industry jobs you don't get trained for in university, but in college. So that's my personal mot.
Et le mot de la fin, maybe it's my M-A-U-X rather than my M-O-T. Alors, mon vrai mot de la fin, c'est de vous remercier comme auditoire, mais aussi de remercier nos panélistes d'avoir pris le temps de nous partager leurs propos aujourd'hui. Il n'y a pas de pause. Je vous invite de rester dans vos sièges et j'inviterai les gens. On a 5 minutes pour se préparer pour les interventions individuelles. Merci à tous.